Dans cette vidéo, un point de cours sur la loi normale. Alors d'abord la notation qui est importante, on la note n de mu sigma 2, mu c'est l'espérance ou la moyenne, puisque c'est la même chose, et sigma c'est l'écart type, mais on le met au carré. Pourquoi on le met au carré? Eh bien, la notation scolaire c'est comme ça. En fait, c'est lié à une propriété sur la variance, mais qui n'est pas au programme, donc je ne vais pas vous raconter ça. Mais vous devez retenir que dans la notation officielle, il y a un carré. Alors pourtant, dans la littérature, il y en a qui notent ça n de mu sigma sans carré. Mais pour les sujets de bac, eh bien, pensez au carré. Parce que par exemple, en ES, c'était un piège dans les QCM. Si vous oubliez le carré, eh bien, vous donniez une réponse fausse. Donc voilà, ça se note comme ça. Ça peut vous paraître complètement idiot, et ça le l'est sans doute, mais voilà, il faut l'avoir à l'esprit. Voilà, donc il faut le savoir. Alors, la première chose, allure et signification de la courbe. Bon, alors, je vous ai mis la courbe correspondante ici, donc ça s'appelle une gaussienne. En fait, le nom de la loi, c'est la loi normale, mais le nom de la courbe, c'est une gaussienne. Voilà. Et alors, on connaît l'équation, mais elle n'est pas au programme de S ou de ES dans le cas général. Elle est au programme de S uniquement dans le cadre de la loi normale centrée réduite. Alors, la loi normale centrée réduite, je vous l'ai dessinée ici. Donc, une gaussienne, je parle d'abord du cas général, et ensuite je viens au cas particulier de la loi normale centrée réduite. Une gaussienne, ça a un axe de symétrie, et en fait, on lit l'espérance ou la moyenne mu sur l'axe de symétrie, c'est-à-dire que si là ça coupe à 100, ça veut dire que mu est égal à 100. Voilà. Et ensuite, des gaussiennes, vous en avez de différents types. Vous avez des gaussiennes qui sont étalées, vous avez des gaussiennes qui font des pics resserrés. Donc allez sur Wikipédia et tapez loi normale dans la fenêtre, vous allez voir tout de suite un dessin avec plusieurs lois normales, des qui sont resserrées, des qui sont étalées, voilà. Sinon vous faites Google Images et vous aurez le même genre de choses. Donc voilà, donc toutes les gaussiennes n'ont pas la même allure. Il y en a qui font des pics bien resserrés, d'autres qui sont beaucoup plus étalés. Et en fait, la largeur de la bosse correspond à l'écart type. Alors, par contre, c'est approximatif. Ne me demandez pas exactement où est-ce qu'il faut prendre l'écart, est-ce que c'est là, est-ce que c'est là. Bon, voilà, c'est purement approximatif. Mais enfin, si là vous lisez, je ne sais pas, 80 et là 120, votre écart type ce sera environ 40. Mais peut-être que ce sera 50 ou même 70, peut-être que ce sera que 30, je ne sais pas, c'est approximatif, je le maintiens. Voilà. Enfin, si vous lisez 80 ici, 120 là, donc une largeur d'à peu près de 40 et qu'on vous dit que l'écart type c'est 400, il y a un problème, là c'est pas possible. Donc voilà, donc il faut que vous ayez l'allure de la courbe en tête et il faut aussi que vous ayez en tête que ça représente des probabilités, c'est-à-dire qu'en fait l'aire sous la courbe, l'aire complète, ça fait 1. Voilà. Et en fait, si je prends deux nombres A et B, eh bien, l'aire qui est là, sous la courbe, mais entre A et B, eh bien, c'est la probabilité que X soit situé entre A et B. Voilà. Donc, il faut que vous sachiez que l'aire entre deux nombres représente la probabilité d'être entre ces deux nombres. Voilà. Donc, par exemple, puisque l'aire complète sous la courbe vaut 1, et puisque la courbe est symétrique, on voit que la probabilité d'être de ce côté-là, c'est 0,5. Voilà. Donc voilà, pour une loi normale, la probabilité d'être en dessous de la moyenne vaut 0,5, la probabilité d'être au-dessus de la moyenne vaut 0,5. C'est pas systématique, c'est systématique pour les lois normales, mais il y a des lois pour lesquelles cette propriété n'est pas vérifiée. Donc voilà. Donc, les deux premières choses que vous devez avoir en tête sur une gaussienne, c'est que l'axe de symétrie, c'est pour la moyenne mu, et la largeur de la bosse, c'est l'écart type sigma. Alors ensuite, ayez aussi en tête l'allure de la loi normale centrée réduite. Alors, pourquoi d'abord elle s'appelle centrée réduite? Eh bien, centrée parce que vous voyez, elle est centrée en 0. Donc l'axe de symétrie, il n'est pas par là, il n'est pas par là, il est pile ici. Donc il est là, il est en 0. Donc, l'espérance vaut 0.
Et puis, donc ça c'est pour expliquer le centré. Et puis réduite, on dit qu'elle est réduite parce que l'écart type vaut 1. Parce que l'écart type, il pourrait valoir 2. Ça ferait une gaussienne, si vous voulez, centrée en 0, mais plus étalée. L'écart type pourrait valoir 0,1, auquel cas ça ferait une gaussienne avec un grand pic, comme ça, toujours centrée en 0, mais voilà, elle ne serait pas comme ça. Donc, celle qui est comme ça, elle est centrée réduite, et du coup, il n'y en a plus qu'une. Hein. Vous avez une seule gaussienne qui a un écart type de 1 et qui a une moyenne de 0. Voilà. Alors, si vous êtes en ES, vous n'avez pas besoin de connaître l'équation de la courbe. Si vous êtes en S, vous êtes censé la connaître, mais j'ai épluché tous les sujets de 2013, on ne vous l'a jamais demandé, parce que de toute façon, ils savent qu'en gros, les élèves ne la connaissent pas, mais c'est 1 sur racine de 2pi e puissance moins x2 sur 2. Voilà. Ça, c'est la courbe qui est en bleu. Voilà. Vous êtes censé le savoir. Je vous le dessine parce que, bon, bah, voilà, dans la vidéo de cours, je suis quand même censé mettre tous les points de cours que vous êtes censé connaître, mais honnêtement, ça ne sert jamais. Bon, vous pouvez le mettre dans un coin de la calculette si vous voulez, mais voilà. Hein. Par contre, ce qui peut vous servir, c'est de savoir que centrée réduite, ça veut dire que l'axe de symétrie est en 0, et puis l'écart type, il est de 1, donc ça veut dire que ça ne va pas être super étalé, ni super pointu, enfin, voilà. Alors, donc ça c'était pour démarrer par l'allure de la courbe. Alors ensuite, les intervalles à 1, 2, 3 sigma. Alors ça c'est au programme, hein, que vous soyez en S ou en ES. Et alors c'est quoi ces intervalles? Alors, du mieux que j'ai pu, j'ai essayé de vous faire une gaussienne. En fait, une gaussienne c'est quand même un peu plus harmonieux que ce que j'ai fait, c'est un peu plus une patate, mais bon, peu importe. Donc voilà. Et donc, on a l'axe de symétrie, mu, et puis on a mu plus sigma, donc l'intervalle orange. On a mu moins 2 sigma, mu plus 2 sigma, l'intervalle rouge, et on a mu moins 3 sigma, mu plus 3 sigma, l'intervalle marron. Eh bien, vous devez savoir que, en fait, si x suit la loi normale de paramètres mu et sigma, donc il suit cette loi-là. Bon, mu et sigma, c'est des nombres, hein, mais comme on le traite dans toute la généralité, je suis obligé de faire avec des lettres. Hein. Mais voilà, mu ça peut être 100, sigma ça peut être 10, peu importe. Bien. Donc, si x suit la loi normale des paramètres mu et sigma, la probabilité qu'il se situe dans l'intervalle orange, donc l'intervalle mu moins sigma, mu plus sigma, qu'on appelle l'intervalle à 1 sigma, cette probabilité vaut 0,683. Voilà. Autrement dit, l'aire qui est assurée en orange vaut 0,683. Bon. Ou, autrement dit, il y a 68,3% de chance que x soit dans cet intervalle. Ensuite, si vous êtes dans l'intervalle rouge, la probabilité est forcément, l'intervalle est plus grande, donc la probabilité est forcément plus grande, et cette probabilité c'est 0,954. Donc voilà, donc le 0,954, vous êtes censé le savoir, et pour l'intervalle donc l'intervalle rouge c'est l'intervalle à 2 sigma, et pour l'intervalle à 3 sigma qui est l'intervalle marron, ici, eh bien l'aire en marron, cette fois-ci, elle vaut 0,997. Presque 1, ça veut dire que ce qui est là, c'est vraiment une aire toute petite, hein, ce qui veut dire que mon dessin est faux, j'aurais dû faire encore plus, il y a vraiment 3 fois rien sur les côtés, hein, mais ça n'aurait pas été visible, donc voilà. Mais voilà, donc vous êtes censé savoir ça, et il y a certains exercices où ça peut être utile. Bon, après honnêtement, on peut toujours se débrouiller sans. Hein. Et puis, si vous avez oublié ces nombres, la calculatrice peut vous les rappeler. Enfin, en tout cas, pour moi, ces 3 nombres doivent figurer dans un coin de votre calculatrice. Hein, voilà. Pas obligé d'apprendre par cœur, mais vous les mettez dans un coin de la calculette, dans le chapitre loi normale, ou dans le chapitre probabilité, comme vous voulez. Mais voilà. On peut vous demander de calculer la probabilité que x soit compris entre un certain nombre et un autre nombre, et comme par hasard, il se peut que ces deux nombres, ce soit mu moins sigma, mu plus sigma. Auquel cas, si vous connaissez ce nombre, eh bien, vous n'avez même pas besoin de sortir la calculette pour avoir le résultat. La probabilité demandée, c'est 0,683. Bon. Et sinon, je veux dire, si vous n'avez pas ce nombre, la calculatrice vous donnera également la réponse. Hein. À chaque fois, vous pouvez vous débrouiller pour ne pas avoir utilisé ces nombres, mais il arrive
des situations où c'est quand même plus simple en ayant ces nombres dans un coin de la calculatrice. Donc voilà, donc notez-les dans la calculette et puis voilà. Alors, donc ça c'était pour les intervalles à 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Et alors maintenant, le point qui en général pose souci à pas mal d'entre vous, c'est le changement de variable. Alors, il faut savoir que si x suit la loi normale de paramètres mu et sigma 2, eh bien, z égale x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée et réduite. C'est-à-dire qu'en fait, si x suit celle-là, z qui est défini par z égale x moins mu sur sigma, lui suit cette loi-là. Voilà. X suit cette loi-là, z suit cette loi-là. Bon. Eh bien, il faut le savoir, parce que si vous êtes dans l'ES, c'est une question de cours, ça donne lieu à des questions de cours. Donc dès que vous voyez x moins un nombre divisé par un autre nombre, vous pouvez être certain que en fait, c'est le coût du z égale x moins mu sur sigma. Donc vous pouvez reconnaître ce truc-là rien qu'à l'écriture. Dès que vous avez une fraction avec x moins un nombre en haut et un nombre en bas, c'est ce truc-là. Voilà. Donc en ES, ça fait l'objet de questions de cours. En S, ça fait l'objet d'une question qui porte en fait sur sigma. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît mu, on ne connaît pas sigma, mais à l'aide d'un renseignement sur z, on réussit à calculer sigma. Donc regardez les vidéos où je traite ça. À la suite de cette vidéo de cours, je vais faire des exemples de sujets de bac, et dedans il y aura ce truc-là. C'est le calcul du sigma. Dans cette problématique du calcul du sigma, il faut absolument connaître ce point de cours. Voilà. Donc apprenez-le. Si x suit cette loi, la loi normale de paramètres mu et sigma, eh bien x moins mu sur sigma suit cette loi, qui est la loi normale centrée et réduite. Ça, il faut absolument savoir ça. Voilà. Et enfin, donc, le dernier point, c'est l'utilisation de la calculatrice. Mais là, je vais développer un peu parce que je n'ai pas la place là en bas de tableau. Alors, maintenant, on aborde l'utilisation de la calculatrice. Alors, en général, quand vous avez une question sur la loi normale, vous avez deux possibilités. Soit vous faites les calculs à la calculatrice, soit vous faites les calculs avec le tableau qui est dans l'énoncé. Mais alors, moi je vous conseille quand même de faire la calculatrice. Pourquoi ? Eh bien parce que votre calculatrice, vous la connaissez, vous pouvez apprendre à l'utiliser, et le jour du bac, elle ne va pas changer. Alors que les tableaux, c'est jamais les mêmes. Et puis, ils se débrouillent toujours pour que, quand on utilise les tableaux, finalement, il faille utiliser des astuces ou des choses comme ça. Donc, c'est un cadeau empoisonné, les tableaux. Les instructions officielles disent qu'il faut faire des tableaux pour les élèves qui n'ont pas un matériel performant pour pas désavantager les élèves qui seraient plus pauvres et qui auraient une calculatrice moins performante. Enfin bon, ceci dit, en général, vous avez tous soit une Télé, soit une Casio, qui fait la loi normale. Donc si vous avez une calculatrice qui ne fait pas la loi normale, essayez d'en acheter une d'occasion sur eBay ou quelque chose comme ça, parce que sinon vous pouvez faire avec le tableau, mais moi ce que me disent mes élèves, c'est que c'est plus difficile. Bon, enfin voilà. Donc toujours est-il que à la calculatrice, qu'est-ce qu'il faut savoir faire ? Eh bien par exemple, si on vous demande la probabilité que x soit compris entre deux nombres, si vous avez une TI, vous tapez ça. Donc, si vous voulez la version avec les lettres, c'est-à-dire probabilité que x soit compris entre A et B, la LTI, vous faites normal f red de A, B, mu, sigma. Et à la Casio, vous faites norme CD de A, B, sigma, mu. Faites bien attention, chez Casio, je sais pas, ils ont été un peu bizarres. Tout le monde met mu, sigma, eux ils ont mis sigma, mu. Et donc, que ce soit cette problématique ou celle-là, c'est toujours sigma d'abord, mu après, là aussi. Donc faites attention à ça. Donc, entraînez-vous. Donc par exemple, prenons un exemple tout simple. Alors voilà, je vous ai mis un exemple tout simple pour que vous puissiez tester votre calculatrice. Donc, supposons que x suive une loi normale de paramètres mu égale 50 et donc carré de l'écart type vaut 10 au carré, donc ça veut dire que sigma est égal à 10. Ou sigma 2 est égal à 10 au carré, comme vous voulez, c'est pareil. Eh bien, si on me demande la probabilité que x soit entre 40 et 120,
Eh bien, j'ai tapé ça à la calculatrice et vous devez trouver ça. Hein. Donc, si vous avez une TI, vous faites normal fret de A, B, mu, sigma. Alors, voici A, voici B, voici mu et sigma vaut 10. Et si vous avez une Casio, vous faites norme CD de A, B, sigma, mu. Donc, A, B, sigma c'est 10 et mu c'est 50. Voilà. Je répète que la notation scolaire, il y a un carré, mais ce n'est pas, ça c'est sigma au carré, ce n'est pas sigma. Dans la notation calculatrice, il n'y a pas de carré, on met sigma sans carré. Voilà. Donc, faites-le maintenant. Alors, si vous ne savez pas comment trouver normal fret ou norme CD, eh bien, que vous ayez une Casio ou une TI, c'est la même chose, vous faites catalogue. Donc, catalogue, c'est tombé. Catalogue, c'est sur la Casio, Shift et 4. Si vous avez une TI, c'est Shift et 0. Voilà. Hein. Donc vous faites catalogue et là vous trimballez avec les flèches. Alors là aussi, j'ai des élèves qui ne savent pas utiliser le catalogue. En fait, le catalogue, donc il faut faire catalogue. Et là, ça démarre en général à A. Si vous n'avez pas utilisé le catalogue, si vous l'avez déjà utilisé, ça le met à la commande précédente. Mais je ne vais pas rester appuyé pendant 3 heures jusqu'à obtenir la lettre N comme normal fret, puisque là c'est une TI. Non. Alors, en catalogue, elle se met automatiquement en mode alphanumérique. J'appuie sur le N, et voilà, je suis à N. Ensuite, je me balade, et là, j'ai normal fret. Voilà. Donc, quand je fais comme ça, c'est très court. Hein, c'est vraiment le plus simple. Hein. Si vous avez une Casio, alors, c'est exactement le même principe. La seule toute petite différence, c'est que quand on fait catalogue, eh bien, elle ne se met pas automatiquement en mode alphanumérique. Donc, vous faites alpha n. Alors là, je suis obligé de le faire une deuxième fois. Et voilà, je suis à la lettre N. Je me balade et j'ai norme CD. Voilà. Et voilà, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Et donc faites-le maintenant et vous devez trouver à peu près 0,841. Évidemment, si vous veulent le rapprocher, il y a d'autres nombres derrière. Mais si on arrondit à 10-3, vous devez trouver ça. Voilà. Donc ça, c'est juste un petit exemple. Donc mettez la vidéo sur pause et testez votre calculette. Vous devez absolument trouver ça. Ensuite, toujours dans cette catégorie, vous pouvez tomber sur des cas particuliers un peu bizarres, un peu différents de ça. Par exemple, si on vous demande la probabilité, non pas que x soit compris entre moins 10 et 40, mais que x soit inférieur à 40. Vous pouvez me dire, ah ben, j'ai B, mais j'ai pas A. Je suis foutu. Mais non, vous faites, regardez. Alors, déjà, la probabilité que x soit plus petit que 40, c'est la probabilité que x soit plus petit que 40 et plus grand que moins l'infini. Donc voilà, alors vous pouvez me dire, ah, mais sur ma calculatrice, je n'ai pas de touche moins l'infini. Mais c'est pas grave. Vous mettez la probabilité que x soit compris entre moins, vous mettez par exemple 1 million et 40. Voilà. Et puis ça ira bien. Et puis si vous êtes paranoïaque, au lieu de mettre moins 1 million, vous mettez moins 1 milliard ou moins 10 puissance 50. Mais voilà, là c'est bon. Ça vous donnera exactement la même chose que vous mettiez moins, en général, que vous mettiez moins 1 million ou moins 1 milliard, ce sera exactement pareil. Voilà. Si vous avez le doute, vous rajoutez 2 zéros et puis vous voyez si ça change le nombre. Mais voilà comment on fait. Et donc, dernier cas particulier, si on vous demande la probabilité que x soit supérieur à 4, eh bien c'est la même chose que la probabilité que x soit plus grand que 4 et plus petit que plus l'infini. Donc, vous calculez la probabilité que x soit plus grand que 4 et plus petit que par exemple 1 million ou 1 milliard. Voilà. Et ça ira très bien. Donc voilà, donc ça, il faut absolument que vous ayez en tête comment on utilise la calculatrice, et puis utilisez bien la fonction catalogue, parce que sinon, en vous baladant dans les menus, vous allez la trouver, elle y est aussi, mais c'est une catastrophe, c'est l'horreur. Le catalogue, c'est plus ça. Et alors ensuite, là, c'est une autre problématique. Cette fois-ci, on connaît la probabilité, ça doit être 0,8, mais on ne connaît pas le nombre. On sait que la probabilité que x soit inférieur à un certain nombre qu'on ne connaît pas vaut 0,8.
Si je schématise la situation, ça donnera donc ceci. J'ai ma gaussienne, voilà, et je sais que la probabilité que ce soit inférieur à un certain nombre B vaut 0,8, ce qui fait que l'air qui est assuré ici vaut 0,8. Eh bien, comment faire pour trouver le nombre B? Eh bien, que vous ayez une Casio ou une TI, la calculatrice sait faire. Alors attendez, je l'assure bien proprement, voilà. Ça, c'est pas assuré, ça, c'est assuré. Probabilité que X soit inférieur à B vaut 0,8. Alors, donc la calculatrice sait faire. Si vous avez une TI, vous faites frac normal de 0,8 mu sigma. Et si vous avez une Casio, vous faites 1 norme CD de 0,8 sigma mu. Voilà. Donc si vous préférez la version avec les lettres, donc la probabilité que X inférieur à B est égale à P, eh bien, pour avoir la valeur de B, je fais frac normal de P mu sigma, et ça c'est avec la TI. Avec la Casio, je fais 1 norme CD de P sigma mu. Voilà. Donc P mu sigma pour la TI, P sigma mu pour la Casio. Voilà. Alors ça sert quand il y a, quand on doit trouver sigma, donc ce machin-là. Donc regardez dans les vidéos d'exemple de sujet de bac, mais ce truc-là, donc un norme CD ou frac normal, ça sert systématiquement quand le but du jeu, c'est de trouver sigma. Donc quand on vous demande quelle est la valeur de sigma, eh bien ayez en tête qu'il va falloir utiliser ce truc-là. Voilà, donc pour prendre un exemple tout simple, supposons que x suit la loi normale de paramètres, on va faire, je sais pas, toujours la même, 50 et 10 au carré. Eh bien, mettons que la probabilité que x soit inférieur à b vaut 0,8. Eh bien, en prenant ma calculatrice, donc là par exemple, j'ai pris la Casio, donc toujours pareil, je fais catalogue. Ensuite, donc je dois faire un norme CD, ça commence par un i, donc je fais alpha i, ça ne marche pas, je refais alpha i, ça marche. Il faut être patient, il faut savoir le refaire. Alors, je cherche un norme CD, ça y est, je l'ai. Et donc je fais un norme CD, donc mon P vaut, donc c'est P sigma mu, mon P vaut 0,8, mon sigma vaut 10, mon mu vaut 50. Donc je fais 0,8, virgule 10, virgule 50. Et si vous avez une TI, donc vous faites frac normal de 0,8, virgule 50, virgule 10. Sans les carrés à l'écart type. Et je trouve 58,416. Ça veut dire quoi 58,416, ça veut dire que B est à peu près égal à 58,416. Donc entraînez-vous, il faut absolument que vous sachiez utiliser votre calculette. Alors premier exemple d'utilisation de la loi normale dans les exercices de proba des sujets de bac S. Alors j'ai pris ce sujet-là, Amérique du Nord, mai 2013, exercice 3, partie A, la boulangerie. Alors je vous lis l'énoncé. Une boulangerie industrielle utilise une machine pour fabriquer des pains de campagne pesant en moyenne 400 grammes. Pour être vendus aux clients, ces pains doivent peser au moins 385 grammes. Un pain dont la masse est strictement inférieure à 385 grammes est non commercialisable. Un pain dont la masse est supérieure ou égale à 385 grammes est commercialisable. Donc moi je mets commercialisable si x supérieur ou égal à 385, puisque en fait dans la suite, x c'est le poids du pain. Ok. La masse d'un pain fabriqué par la machine peut être modélisée par une variable aléatoire x, suivant la loi normale d'espérance mu égale 400 et l'écart type sigma égale 11. Donc, loi normale, mu égale 400, sigma égale 11. Très bien. Partie A, on pourra utiliser le tableau suivant dans lequel les valeurs sont arrondies au millième le plus proche. Donc, vous avez un tableau. Alors, moi je vais privilégier les calculs à la calculatrice.
Maintenant, je vais également vous montrer comment on peut utiliser ce tableau. Donc on fera les deux. Alors première question, calculer la probabilité que x soit entre 390 et 410. Donc, voilà, c'était exactement ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Eh bien, là, on attendait juste le résultat. Hein. Donc, sur ma copie, je recopie la question, 390 x 410 égale, et là, je le fais à la machine. Donc, je vous rappelle que pour faire ça à la machine, si vous avez une TI, vous faites norme CD de A, D, mu, sigma. Et si vous avez une Casio, vous faites... non, pardon. C'est... autant pour moi, c'est la Casio norme CD de... sauf que pour la Casio, c'est norme CD, mais c'est pas AB mu sigma, c'est AB sigma mu. Voilà, désolé, je me suis un peu embrouillé. Et pour la TI, c'est normal F rep de AB mu sigma. Donc voilà. Donc, par exemple, là, j'ai sous le nez ma TI. Alors, donc, je vais faire normal F rep de AB mu sigma. Je vais dans catalogue. Je vais dans N comme normal. Et là, je fais normal F rep, hein, pas normal FDP. Normal F rep, AB mu sigma. Donc, AB, 390, 410, mu 400, sigma 11. Voilà, hein, je vous conseille de le faire en même temps que moi. Et je trouve 0,636, 69, 79, 199. Est-ce qu'il demande une précision? Oui, arrondi au millième. Du coup, j'arrondis au millième, ce qui me fait... Alors, c'est 0,636, mais après c'est un 6, donc j'arrondis à 0,637. Voilà. Comme c'est une valeur approchée, je mets mon A à peu près égal 0,637. On n'attendait pas autre chose sur la copie, hein, c'est pas la peine, c'est un calcul, c'est un calcul. Alors, donc ça, c'est la méthode calculatrice. Si vous avez envie d'utiliser le tableau, vous faites comment? Alors, je vais vous faire à côté la méthode tableau. Eh bien, il fallait utiliser la propriété suivante. La propriété que x soit compris entre 390 et 410, c'est égal à la probabilité que x soit inférieur à 410, moins la probabilité que x soit strictement inférieur à 390. Oui, mais la probabilité que x soit strictement inférieur à 390, c'est pareil que la probabilité qu'il soit inférieur ou égal. Parce que dans les lois de densité, je le répète à chaque fois, mais la probabilité que x soit inférieur ou égal ou soit inférieur strict, c'est pareil. Si vous n'avez pas une loi de densité, par exemple la loi binomiale n'est pas une loi de densité, eh bien c'est faux. Hein. La probabilité que x soit strictement inférieur à 390 ou soit inférieur ou égal à 390, ce ne sera pas la même en général. Et pour une loi normale, c'est la même chose. Donc, et dans le tableau, il donne la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à X. Donc, la probabilité que grand X soit inférieur à 410, je cherche 410 dans le tableau, c'est l'avant-dernière colonne, et il y a écrit 0,818. Voilà, regardez le sujet, hein, vous l'avez sur le site de l'APNET, et puis sinon, sur mon site, il doit être à côté de la vidéo. Et pour x inférieur à 390, donc je cherche 390, c'est la troisième colonne, ou la quatrième si vous comptez la première qui ne compte pas, et ça fait 0,182. Donc, voilà, et je fais 0,818 moins 0,182. Et je trouve 0,636. Voilà. Alors vous pouvez me dire, on ne trouve pas exactement la même chose. Oui, la bonne réponse en fait c'est celle-là. Hein. Mais bien sûr, si vous utilisez le tableau, vous allez trouver 0,636 au lieu de 0,637, mais on va vous mettre le point quand même. Hein. Donc bien sûr, le correcteur il est au courant de ce qui se passe, donc on accepte les deux réponses, le 0,636
et le 0, 637. Voilà. Donc, voilà pour la question 1. Ensuite, on passe à la question 2. Quelle est la probabilité que le pain soit commercialisable? C'était formulé comment? Oui, calculer la probabilité P qu'un pain choisi au hasard dans la production soit commercialisable. Donc, du coup, je mets P égale la probabilité. Alors, c'est quoi la condition pour qu'il soit commercialisable? Il faut que X soit supérieur à 385. Très bien. Là encore, soit je fais la méthode calculette, soit j'utilise le tableau. Alors, la méthode calculette. Donc, je prends ma TI, je fais catalogue, je fais N comme normal, je vais dans normal F-rep, toc. Et je mets A, non, j'ai une TI, donc c'est AB mu sigma. Si j'ai une Casio, c'est AB sigma mu. Alors, vous pouvez me dire, j'ai qu'un nombre. Ça, c'est A. Eh bien, B, c'est plus l'infini, c'est-à-dire que ça, au brouillon, alors au brouillon, je vais prendre une autre couleur. On va dire que le orange, c'est mon brouillon. Alors, je dis que ça, c'est égal à la probabilité que X soit plus grand que 385 et plus petit que plus l'infini. Voilà. Et comme je n'ai pas de touche plus l'infini, je dis que c'est la probabilité que X soit plus grand que 385 et plus petit que, par exemple, allez, 100 000. Voilà. Je mets des guillemets, c'est un brouillon. Du coup, qu'est-ce que je tape sur ma calculette? Bon, je mets normal F-rep de A, B, mu, sigma, ce que j'ai dit. Donc 385, virgule, 100 000, virgule, mu 400, et sigma, toujours 11, voilà, toc. Voilà, j'ai 0,914. Voilà. Alors, vous pouvez me dire, j'ai pris 100 000, et si au lieu de 100 000, j'avais pris 1 million, je le fais, vous pouvez le faire en même temps, je rajoute un 0. Donc, insérer 0. Voilà, eh bien, j'ai exactement le même nombre. Donc, ma calculatrice m'affiche 9 chiffres après la virgule, et bien les 9 sont identiques. Donc, c'est pas la peine de mettre une vingtaine de zéros, ça ne sert à rien. Mais voilà, donc si j'arrondis au millième, 0,914. Je mets ça sur ma copie et le correcteur comprendra très bien que j'ai fait le calcul à la calculatrice, ce qui est tout à fait autorisé. C'est pas parce que vous avez un tableau que vous êtes obligé d'utiliser le tableau. À chaque fois, c'est bien écrit, on pourra utiliser le tableau. Et là, c'est écrit une fois de plus, on pourra utiliser le tableau suivant, donc ça n'est pas une obligation, vous n'allez pas avoir des points en plus si vous utilisez le tableau. Et donc du coup, si vous avez décidé d'utiliser la calculatrice, c'est la calculatrice qui fait le travail, et du coup, vous n'allez pas en mettre plus que ça. Alors, méthode tableau. Donc ça, c'était pour la question 1. Et maintenant, méthode tableau, on va faire pour la question 2. Donc, alors, petit p, ça n'a pas changé, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 385. Le problème, c'est que dans le tableau, je n'ai pas la probabilité que x soit supérieur à un nombre, j'ai la probabilité que x soit inférieur à un nombre. Du coup, je passe par l'événement contraire. Je dis que c'est 1 moins la probabilité. L'événement contraire, je le note avec une barre. Voilà. Mais, alors, l'événement contraire d'être supérieur ou égal à 385, c'est être inférieur strict. Voilà. Mais, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, la probabilité d'être inférieur strict quand on a une loi normale, c'est pareil que la probabilité d'être inférieur ou égal. Donc ça fait ça. Maintenant je cherche le 385 dans le tableau. Le 385 c'est la deuxième colonne, ou la troisième si on compte la première qui ne compte pas. Et il y a écrit 0,086. Voilà, ensuite je prends ma calculette pour faire 1 moins
moins 0,086, ce qui nous donne 0,914. Bon. Et là, on trouve le même résultat. Donc vous voyez, systématiquement, quand on utilise le tableau, c'est quand même plus long. C'est plus long parce que, alors, déjà, il faut comprendre le tableau, parce que les tableaux ne sont pas tous faits exactement de la même façon, il y en a différentes sortes, donc il faut prendre 2 minutes pour voir comment fonctionne le tableau. Alors que la calculatrice, normalement, vous savez comment elle fonctionne, enfin j'espère pour vous. Donc on perd 2 minutes. Au niveau de la rédaction, vous voyez que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 lignes, là j'en ai une, avec la méthode calculatrice. Et au niveau méthode, je suis obligé de passer par l'événement contraire, là pas du tout. Simplement, bon, c'est vrai que j'ai la petite difficulté du plus l'infini, enfin il faut que je mette un très grand nombre, enfin ça c'est bon, hein, normalement une fois que vous avez vu ça une fois, 2 fois, après c'est acquis. Donc voilà, donc je vous conseille de faire plutôt la méthode calculatrice. Donc, on va passer à la question 3, mais donc ces questions 1 et 2, elles n'étaient pas difficiles, hein, c'est juste de la manipulation de calculatrice. Donc si vous voulez débuter sur la loi normale, bah, faites ce genre de questions. Mais là, par contre, la question 3, c'est une question difficile. Donc on va prendre notre temps, on va la faire correctement. Parce que là, moi, mes élèves, la première fois qu'ils ont cet exercice, il faut vraiment que je les prenne par la main pour leur expliquer tout en détail. Donc c'est ce que je vais essayer de faire maintenant devant vous. Alors, donc nous voici à la question 3, la plus difficile. Donc, je vous l'ai dit telle qu'elle a été formulée dans l'énoncé, le fabricant trouve cette probabilité P trop faible. D'accord, on s'en moque un peu, mais il décide de modifier ses méthodes de production afin de faire varier la valeur de sigma sans modifier celle de mu. Donc là, on note bien que mu ne bouge pas, c'est sigma qui change. Donc, voilà, je mets mu égale constante, et puisqu'on connaît mu, donc c'était 400, donc puisqu'elle ne change pas, ça reste 400. Voilà, donc ça, voilà, il faut bien en prendre conscience, c'est un renseignement important. Donc voilà, on ne modifie pas mu, je poursuis. Pour quelle valeur de sigma, la probabilité qu'un pain soit commercialisable est-elle égale à 96%? Je dis ça comme ça, pour quelle valeur de sigma, la probabilité d'être commercialisable vaut 0,96. Puisque de toute façon, une proba, quand on fait des maths, c'est un nombre entre 0 et 1, c'est pas un pourcentage. Hein, on ne fait pas de calcul avec les pourcentages. Voilà. Et on arrondira le résultat au dixième. Ça veut dire qu'on veut sigma au dixième. Et alors après, au-dessous, une phrase totalement incompréhensible, on pourra utiliser le résultat suivant. Lorsque z est une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 0 et d'écart type 1, on a probabilité de z inférieure à moins 1,751 à peu près égale à 0,040. Et là, voilà, là on se dit, alors si vous voulez, c'est-à-dire que quand vous voyez cette phrase-là, vous avez paniqué forcément, mais en fait, si vous voulez, le problème de ce genre de questions, c'est que, et d'une, il faut se lancer à l'aveugle, et de deux, il faut avoir le bon réflexe. Et là, le bon réflexe, donc j'en ai parlé un petit peu dans la vidéo sur le cours sur la loi normale, je vous ai dit, dès qu'on vous demande de calculer sigma, il y a le changement de variable z égale x moins mu sur sigma. Voilà. C'est-à-dire, voilà, ça, donc c'est un automatisme. Dès que vous voyez calcul de sigma, vous pensez à z égale x moins mu sur sigma. Et là, c'était dit sans être dit. Hein. C'est-à-dire que, alors, c'est quoi le résultat de cours, le point du cours? Il faut savoir que si x suit la loi normale mu sigma 2, alors z égale x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Et alors là, ils en parlaient à demi-mot, mais sans dire vraiment les choses, puisqu'il y avait bien la notation z, il y avait bien z suit la loi normale d'espérance 0 et d'écart type 1, mais il n'y avait pas z égale x moins mu sur sigma. Donc là, très clairement, celui qui a fait l'énoncé, dans sa tête, c'est pour vous, ça devait faire tilt. C'est-à-dire, pour lui, c'est dit, c'est du cours, il doit y penser. Voilà. Donc, en définitive, pour vous, c'est pas forcément un réflexe, surtout que la loi normale, on voit plutôt ça en fin d'année. Donc les réflexes, justement, n'ont pas forcément le temps de s'installer. Mais, je me répète, dès qu'on vous demande un calcul de sigma,
pensez à z égale x moins mu sur sigma. Hein, et ça doit être un automatisme. Donc ça veut dire qu'il faut basculer sur z égale x moins mu sur sigma. Alors vous pouvez me dire, on connaît mu, 400, mais on ne connaît pas sigma. Eh bien, c'est pas grave, on fait z égale x moins mu sur sigma avec un sigma qu'on ne connaît pas. Hein, et vous allez voir que ça n'est pas gênant. Alors il faut se lancer. Donc allons-y. Et puis, il faut se lancer et sans tenir compte de la phrase, parce que la phrase, en fait, la dernière phrase, on pourra utiliser le résultat suivant lorsque z est une variable aléatoire qui suit une loi normale d'espérance 0 d'écart type 1, on a pris de z inférieur à moins 1,751 à peu près égal à 0,040. Si vous comptez sur cette phrase pour vous éclairer au début du calcul, vous vous trompez. Ça vous éclairera à la fin, c'est à la toute fin. C'est ça le problème. Donc il faut que vous vous lanciez tout seul. Alors, il faut se lancer tout seul, et là, il faut traduire donc, en langage mathématique toutes les données du problème. Alors, première donnée, on sait que mu vaut 400. Deuxième donnée, et c'est surtout celle-là qui est importante, la proba d'être commercialisable vaut 0,96. Donc je vais commencer par traduire ça. Donc la probabilité, alors être commercialisable, ça veut dire que x supérieur à 385. Okay. Cette probabilité-là, elle vaut 0,96. Bien, alors maintenant, je me lance dans mon changement de variable. C'est quoi mon changement de variable? C'est, là j'ai une probabilité en x, je dois passer à une probabilité en z. Bien. Du coup, si x est supérieur à 385, qu'est-ce que ça veut dire pour z? Donc, je dois transformer ici mon x en x moins mu sur sigma, c'est-à-dire en x moins 400 sur sigma. Ici, mu, c'est 400. Donc, j'enlève 400. Donc, là, si j'enlève 400 à gauche, j'enlève 400 à droite. Hein. Et 385 moins 400, enfin, je vais le calculer. Bon, ça fait moins 15. Bon. Ouais. On va faire on va tout bien détailler. Alors, ce genre de calcul, au début, vous ne savez pas faire, mais c'est tout le temps la même chose. Donc là, alors, donc, x moins 400, pardon, là, c'est un supérieur à, et 385 moins 400, oui, ça fait moins 15. Très bien. Alors, maintenant je divise par sigma. J'ai enlevé 400 de chaque côté, maintenant je divise par sigma de chaque côté, mais comme sigma je ne sais pas ce que c'est, ben je le remplace pas par un nombre, je le mets sous la forme sigma. Bien sûr, alors attention, faites attention, cet événement-là, c'est pareil que cet événement-là, parce que si ça c'est vrai, ça c'est vrai. Hein. Donc, surtout, ne divisez pas par sigma ici, ou je ne sais pas quoi. Bien. Donc, voilà. Ok. Alors, donc, puisque x moins 400 sur sigma, c'est z, donc je mets sous la forme z. Et moins 15 sur sigma, bon ben voilà. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon changement de variable. Au lieu d'avoir du x, j'ai du z. Donc ça, il faut le faire automatiquement, sans réfléchir, parce que c'est tout le temps la même chose. Si vous voulez aller plus vite, vous pouvez aller plus vite. Mais en tout cas, parce que c'est stressant au début de faire ce genre de truc, mais en fait c'est tout le temps pareil. Donc il faut juste se conditionner, entre guillemets, à le faire. Voilà. Donc, là je réfléchis. Ils mettent, lorsque z suit la loi normale, c'est maintenant, à la fin du calcul, que je vais utiliser leur truc là. Lorsque z est une variable aléatoire qui suit la loi normale d'espérance 0 d'écart type 1, on a P de z inférieur à moins 1,751 à peu près égal à 0,040. Alors là, je me dis, bah oui, mais alors ça m'aide pas parce que là j'ai 0,96, j'ai pas 0,040, et là j'ai un nombre que je ne connais pas. Bon. Alors, de deux choses l'une. Soit vous vous dites, bon, là, leur indication, je vais faire 100, et d'ailleurs, je vous le conseille, et on s'en tire très bien.
Donc je vais le faire là, sans indication. Donc ça, c'est sans la phrase, sans l'indication. Bon. Et là, j'utilise non pas norme CD ou normal FREP, mais j'utilise, si j'ai une TI frac normale ou si j'ai une Casio, inv norme CD. Donc dans la vidéo de cours, dans le point sur la calculatrice, je vous ai dit, il faut savoir sur la loi normale calculer la probabilité que x soit entre A et B, mais il faut aussi faire le contraire, c'est-à-dire on vous donne la probabilité et vous devez trouver le nombre. Voilà, donc je vous rappelle brièvement que vous ayez une Casio ou une TI, en fait la fonction frac normale ou inv norme CD, donc vous avez votre gaussienne, vous partez de la probabilité, par exemple, je ne sais pas, 0,8, voilà, et elle vous donne le nombre là, x, qui vérifie, pour lequel si je coupe à x, eh bien la probabilité d'être inférieure vaut 0,8. Voilà, donc votre calculatrice, c'est très bien de le faire. Et là, donc sans l'indication, je me dis, bon ben voilà, z suit la loi normale centrée réduite, et la probabilité d'être avant un certain nombre x, en fait x ce sera ça, non pardon, c'est la probabilité d'être plus grand. Pardon. Alors justement, il y a quand même une petite difficulté, c'est-à-dire que si je fais frac normal ou inv norme CD, eh bien, je peux avoir la probabilité, je peux trouver le x pour lequel la probabilité d'être plus petit, ce sera 0,96, mais là, il faut que ce soit la probabilité d'être plus grand qui fasse 0,96. Ah oui, mais c'est pas grave, parce que là, je passe avec l'événement contraire. Donc, la probabilité que z soit supérieure à moins 15 sur sigma, c'est 1 moins la probabilité d'avoir z inférieur strict à moins 15 sur sigma. Donc pour passer de là à là, j'ai pris l'événement contraire, ça doit faire 0,96. Bon, très bien. Et une fois que je suis là, alors d'abord qu'est-ce que je dis? Inférieur strict ou inférieur ou égal pour le loi normale, c'est pareil. Bon. Ensuite, du coup, le 1 qui est là, je le fais passer de l'autre côté. Voilà, je calcule 0,96 moins 1, je trouve 0 et je trouve moins 0,04. Voilà, donc je multiplie par moins 1 de chaque côté, et comme ça les moins deviennent des plus. Voilà. Et là, j'ai P de Z inférieur à moins 15 sur sigma égale 0,04. Et d'ailleurs, là, ça peut faire tilt, je me dis, ah, du 0,04, et bien dans l'indication, il y avait justement du 0,040. Mais c'est pas grave, moi je me dis, je m'en moque de leur indication, je fais 100. Et donc, voilà, cette fois-ci, j'ai bien la probabilité d'être inférieur à un nombre, et cette probabilité fait 0,04. Donc, du coup, j'utilise soit inv norme CD, soit frac normal avec le 0,04, et ça me donnera le x, c'est-à-dire ce nombre-là. Alors, allons-y. Donc, je fais toujours avec ma TI, je l'allume, je fais catalogue. Avec la Casio, c'est inv norme CD de P sigma mu. Avec la TI, c'est frac normal, donc F comme frac normal, et c'est P mu sigma, donc frac normal, donc P 0,04, virgule mu 400, non justement, c'est pas mu ne vaut pas 400, parce que Z, tu l'as dans la normale centrée réduite, donc 0 pour mu et 1 pour sigma. Voilà, en fait, c'est la raison pour laquelle, dès qu'on doit calculer sigma, on fait le changement de variable z égale x moins mu sur sigma. Pourquoi? Parce que si on ne connaît pas sigma, on ne peut pas faire des calculs, alors que pour z issu de la normale centrée réduite, donc pour z, on connaît mu et on connaît sigma, donc on peut faire des calculs. C'est pour ça. Enfin voilà, donc je mets P mu sigma, donc 0,04,0,1. Et voilà. Alors, soit dit en passant, si je mets juste frac normal de 0,04, ça marche aussi parce que si vous précisez pas mu et sigma, pour la calculatrice,
ça veut dire que c'est une loi normale centrée réduite. Donc si vous mettez ni mu ni sigma, pour mu elle mettra 0, pour sigma elle mettra 1. C'est pareil pour la casio. Donc, je trouve moins 1, 75, 06, 86, 071. Voilà. Donc, ça veut dire que si j'arrondis à 10 moins 3, ça fait moins 1,751. Donc, ça veut dire que le x, c'est-à-dire ça, donc moins 15 sur sigma, est égal à moins 1,751. Voilà. Voilà. Et puis là aussi, ça refait tilt, c'est-à-dire que dans leur indication, il y a les probabilités que z soit inférieur à moins 1,751, à peu près égal à 0,040. Donc ça veut dire que le nombre qui était là, c'était moins 1,751, et en fait, il était dans l'indication. Donc la réponse était dans l'indication. Pas pour sigma, mais pour moins 15 sur sigma. Donc là, ça fait tilt, mais enfin, on se dit, pour une indication, c'était quand même un peu... Enfin voilà. Donc après, j'ai plus qu'à trouver sigma, c'est une équation normale, toute bête, ça. Donc je fais mon produit en croix. Moins 1,700, je peux mettre à peu près égal. Moins 1,7 parce que c'est une valeur approchée. Moins 1,751 fois sigma égale moins 15. J'ai fait mon produit en croix. Donc là, j'ai dit que ça, c'était pareil que divisé par 1. J'ai fait ça fois ça égale ça fois ça. Donc, très bien. Ce qui nous fait sigma égale moins 15 sur moins 1,751. Donc j'ai moins 15 divisé par réponse, hein, comme ça ce sera plus précis. Et je trouve, alors ils veulent au dixième 8,6. Parce que c'est 8, 56, 8, enfin voilà. Donc au dixième ça fait 8,6. Et voilà, donc là j'ai mon sigma, j'ai mon écart type. Bien. Alors, maintenant, on va faire... Ça, c'est la méthode sans indication. Alors, avec indication. Donc, j'oublie mon frac normal ou mon inv norme CD. Et là, donc, ok, je fais avec l'indication. Donc, je reviens ici. Eh bien, donc, là, je vois que j'ai l'indication, c'est dire P de Z inférieur à moins 1,751, à peu près égal à 0,04. Là, je me dis que moi, au lieu d'avoir du Z inférieur à, j'ai du Z supérieur à, et au lieu d'avoir du 0,04, j'ai du 0,96. Là, justement, je dois y penser, je me dis, mais oui, je sais retourner, c'est-à-dire je fais 1 moins. Et là, je me dis, 1 moins 0,96, ça fera 0,04. Voilà, donc là, il faut... Si vous tiltez pas là-dessus, c'est foutu avec l'indication. Hein, mais c'est pour ça que, moi j'aime autant que vous fassiez avec frac normal ou un norme CD, mais au début vous allez avoir du mal. De toute façon, cette histoire du calcul de sigma, la première fois, la deuxième fois que vous voyez ça, vous comprendrez strictement rien. Hein, mais il faut, c'est au bout de la troisième fois, ça va commencer à rentrer. Voilà. Par contre, c'est vraiment tout le temps la même démarche. Donc entraînez-vous. Alors, donc là, je me dis, il faut que ici, au lieu d'avoir un supérieur, il faut absolument que j'ai un inférieur. Et là, au lieu d'avoir un 0,96, je veux un 0,04. Donc, eh bien, du coup, je fais comme ça. Je dis 1 moins P de Z strictement inférieur à moins 15 sur sigma égale 0,96. D'accord ? Parce que là, j'ai pris l'événement contraire. Enfin, j'ai dit que P de A, c'est 1 moins P de A bar. Voilà. Donc du coup là, je ne change rien, mais maintenant le 1 qui est là, je le fais passer de l'autre côté. Ça fait moins P de Z strictement inférieur à moins 15 sur sigma, mais c'est pareil, inférieur strict ou inférieur égal pour une loi normale, c'est pareil, donc je le mets inférieur ou égal cette fois-ci, égale 0,96 moins 1. Alors là, j'ai un petit peu de place pour terminer. Voilà. Alors, donc ça fait moins P de Z inférieur à moins 15 sur sigma. 0,96 moins 1, ça fait moins 0,04. Là, les moins s'en vont parce que je multiplie par moins 1 de chaque côté. Et là, je dis, ouf, je suis content, j'ai mon inférieur, j'ai mon 0,04. Je relis l'indication. Donc l'indication
je vais peut-être la noter en orange, elle disait ça. La probabilité, alors où est-ce que j'ai encore un peu de place? Ici. Elle disait la probabilité que Z soit inférieur à moins 1,751 est à peu près égale à 0,04. Voilà, ça c'était l'indication. Indication très mystérieuse. Donc, maintenant je réfléchis à... Bah oui. Donc, le à peu près égal, je fais comme si c'était un égal. Donc, la probabilité que Z soit inférieur à ça, c'est 0,04. La probabilité que Z soit inférieur à ça, c'est 0,04. Ah bah du coup, ça, c'est égal à ça. Bah voilà. Hein? Parce que regardez, on a une gaussienne. Si je change, si au lieu de couper ici, je coupe là, la probabilité sera strictement plus petite. Si au lieu de couper ici, je coupe plus loin, ici, la probabilité sera strictement plus grande, parce que l'air sera strictement plus grand. Donc ça veut dire que si la probabilité, si j'ai probabilité d'avoir Z inférieur à A égale 0,04 et la probabilité de Z inférieur à B égale 0,04 aussi, ça veut dire que A égale B. Alors, du coup, sur ma copie, je mets donc ce nombre-là est égal à ce nombre-là. Moins 15 sur sigma est égal à moins 1,751. Voilà, et puis après, du coup, on retombe sur la même équation que dans la méthode sans indication. Donc on retombe, la suite est exactement la même. Donc après, je recopie ça, ça, ça. Donc ça fait moins 1,751 sigma égale moins 15. Sigma égale moins 15 sur moins 1,751, qui est à peu près égal à 8,6. Voilà. Donc, je répète, cette question 3 était difficile. C'est sans doute, dans un sujet de bac, l'une des 2-3 questions les plus difficiles. Après, je veux dire, vous pouvez avoir des questions difficiles également avec des suites, ou des choses comme ça, ou des fonctions dans certains sujets. Mais ça, c'est vraiment compliqué. Donc bon, faut savoir que de toute façon, c'est la dernière question de l'exercice de proba. Donc si vous la ratez, il ne faut pas croire qu'ils vont mettre énormément de points là-dessus, hein, parce que de toute façon, ce genre de question est raté. Donc, elle ne vaut sans doute pas plus que les autres questions, hein, ça me semble à peu près clair, même si je n'ai pas les barèmes des sujets de bac là, sous les yeux. Donc voilà, donc c'est difficile, mais entraînez-vous. Et puis par contre, bon, peut-être que vous allez hésiter entre les deux méthodes, la méthode avec indication, la méthode avec indication, la méthode sans indication. Mais si vous avez l'image en tête, hein, que votre calculatrice, si vous coupez, voilà, vous savez, vous connaissez la probabilité d'être inférieur au nombre, eh bien la calculatrice va vous trouver le nombre. Si vous savez ça, sauf qu'il faut connaître mu et sigma. Mais ici, justement, on connaissait mu et sigma parce que c'était la loi normale centrée réduite. C'est-à-dire, en fait, la gaussienne était plus comme ça, si vous voulez. Voilà. Mais enfin, je veux dire, peu importe, si vous avez l'image que, si je connais la probabilité, la calculatrice va trouver le nombre x, eh bien, vous pouvez vous lancer avec cette méthode sans indication, et vous trouverez les résultats. Hein. Donc, leur indication, c'était un peu un cadeau empoisonné, mais peut-être certains d'entre vous vont préférer la méthode avec indication, c'est à vous de voir. Mais ce qui se passe, c'est que les indications ne sont pas toujours les mêmes. Donc là, voilà. Donc, si vous débutez sur la loi normale, c'est normal que sur cette question-là, vous allez rater. Mais entraînez-vous, faites-en 2, 3. Sachant que ça ne tombe pas systématiquement, et puis c'est tout le temps la même démarche. Alors, deuxième exemple de l'utilisation de la loi normale dans les sujets de bac S en proba. Alors, vous allez voir qu'il suit un peu le même schéma, c'est-à-dire que ça démarre assez simple, et puis après, ça se complique. Hein. C'est-à-dire, en fait, comme le sujet d'Amérique du Nord, en fait, les deux premières questions... la première question, c'est... norme CD
pour les Casio ou normal et frais pour les TI. Et la dernière question, c'est frac normal pour les TI et norme CD pour les Casio. C'est-à-dire c'est la loi à l'envers, si vous voulez. Donc voilà, le seul truc qui change, c'est la question 2. Dans l'exemple précédent en Amérique du Nord, la question 2, c'était encore la loi dans le sens normal, alors que là, la question 2, c'est déjà on pose Z égale Y moins M2 sur sigma 2, donc c'est le changement de variable. Enfin, peu importe. Alors, allons-y. Partie B. Donc, je vous lis l'énoncé. On note X, la variable aléatoire, qui a un petit pot pris au hasard de la production de la chaîne F1, associe sa teneur en sucre. On suppose que X suit la loi normale d'espérance N1 égale 0,17 et d'écart type sigma 1 égale 0,006. Voilà, donc je mets au carré, parce que dans la notation scolaire, c'est sigma au carré, enfin peu importe, ça veut dire, en fait ça veut dire mu égale 0,17 et sigma égale 0,006. Dans la suite, on pourra utiliser le tableau ci-dessous. Alors c'est pareil, donc on va faire les deux méthodes, méthode avec tableau, méthode sans tableau avec juste la calculatrice. Alors, la question 1, donner une valeur approchée à 10-4 près, que la probabilité qu'un petit pot prélevé au hasard dans la production de la chaîne F1 soit conforme. Donc, il y a la probabilité d'être conforme. Alors là, être conforme, ça veut dire quoi? Dans l'énoncé de la partie B, rien ne nous le dit. Mais en fait, si je regarde plus haut, donc même pas dans la partie A, mais dans le truc tout au début, donc je vous lis le truc tout au début. L'entreprise Fructidou fabrique des compotes qu'elle conditionne en petits pots de 50 grammes. Elle souhaite leur attribuer la dénomination compote allégée. La législation impose alors que la teneur en sucre, c'est-à-dire la proportion de sucre dans la compote, soit comprise entre 0,16 et 0,18. On dit dans ce cas que le petit pot de compote est conforme. Donc 0,16, 0,18. Donc la probabilité d'être conforme, c'est la probabilité d'être entre 0,16 et 0,18. Donc du coup, je le mets là. Alors, sur ma copie, qu'est-ce que je mets? Donc, petit 1, donc on me demande la probabilité d'être conforme, et comme je viens de le dire, la probabilité d'être conforme, c'est pareil que le fait d'être compris entre 0,16 et 0,18. Bon bah, du coup, ça se fait à la calculette, si je choisis la méthode calculatrice, après on verra la méthode tableau. Donc, je prends ma calculatrice, alors, donc je fais catalogue, ensuite n comme normal, et puisque j'ai une TI, je fais normal FRED, si j'ai une Casio, je fais norme CD. En TI, c'est normal FRED de A, B mu sigma, et en Casio, c'est norme CD de AB sigma mu, donc là c'est AB mu sigma, donc AB mu sigma, sans le carré. Donc 0,16, virgule, 0,18, virgule, donc 0,16, 0,18, après 0,17, virgule, 0,006. A, B, mu, sigma, toc, 0,904, 419 des brouettes. Donc, je crois qu'ils disent d'arrondir à 10 moins 4, ouais voilà, c'est ça. Donc 10 moins 4, 4 chiffres après la virgule, ça fait 0,90, 44. Voilà. Parfait. La méthode tableau. Alors, voilà, je démarre pareil, probabilité 0,16 plus petit que x plus petit que 0,18 égale. Mais dans le tableau, j'ai alors j'ai un alpha, j'ai un bêta, et j'ai directement la probabilité que x soit compris entre alpha et bêta. Il est mieux ce tableau parce que souvent dans les tableaux, en fait, on a juste la probabilité d'avoir x inférieur à un nombre. Et là, on a les encadrements. Donc du coup, alpha c'est 0,16, bêta c'est 0,18. Donc 0,16, 0,18, ça fait 0,90, 44. Voilà, hein, donc vous regardez, c'est la ligne, si on ne compte pas la première ligne, c'est 1, 2, 3, 4, la quatrième ligne. Bon, donc voilà, on trouve bien la bonne réponse, et pour une fois, le tableau était plutôt commode. Donc, maintenant, on passe à la question 2. Alors, la question 2, on note grand Y à variable aléatoire qui a un petit pot pris au hasard de la production de la chaîne F2 associe sa teneur en sucre. Donc cette fois-ci, on change de chaîne, donc on change les nombres.
ils disent, on suppose que Y suit la loi normale d'espérance M2 égale 0,17. Donc en fait là, ça ne change pas, c'est comme M1. Et d'écart type sigma 2. Mais attention, on ne connaît pas sigma 2. Donc on ne connaît pas sigma 2, là ça doit faire tilt dans votre tête. C'est-à-dire, c'est la question pénible, avec le changement de variable. On suppose de plus que la probabilité qu'un petit pot prélevé au hasard dans la production de la chaîne F2 soit conforme est égale à 0,99. Donc on connaît la proba. Hein, donc là on se dit, ah cette fois-ci on ne connaît pas sigma 2 mais on connaît la proba, il va falloir faire frac normal ou inv norme CD. Donc soit z la variable aléatoire définie par z égale y moins m2 sur sigma 2. Petit a, quelle loi la variable aléatoire z suit-elle? Alors ça c'est une question de cours. Hein, donc le point de cours, je vous le mets, mais le point de cours il dit la chose suivante: si x suit la loi normale de paramètres mu et sigma, alors z égale x moins mu sur sigma suit la loi normale centrée réduite. Voilà. Ça c'est dans votre cours, ça il faut absolument que vous le sachiez. Alors on passe à la question 2a. Donc z égale y moins m2 sur sigma 2, quelle loi z suit-elle? Eh bien, ça, donc, c'est une question de cours. Si x suit la loi normale mu sigma, alors z égale x moins mu sur sigma suit la loi normale 0,1. La loi normale centrée et réduite. Donc sur ma copie, je mets juste z suit la loi normale centrée, réduite, qu'on peut noter, enfin qu'on note, n de 0,1. Avec un carré ou pas, puisque là ça ne change rien, puisque 1 au carré ça fait 1, mais si c'est un autre nombre que 1, il faut absolument mettre le carré. Voilà. Donc ça, question de cours, comme ça, ceux qui ne savent pas faire le petit b ont quand même des points. Et alors maintenant, on va passer aux choses sérieuses avec la question 2b. Donc, question 2b, je vous la lis telle qu'elle a été formulée dans l'énoncé. Alors, déterminer en fonction de sigma 2 l'intervalle auquel appartient z, lorsque y appartient à l'intervalle 0,16-0,18. Donc, comment j'ai traduit ça? Bon, j'ai dit y appartient à l'intervalle 0,16-0,18, donc il est encadré par 0,16 et 0,18, et z, lui, il est encadré par quoi? Donc, c'est ça qu'on me demande. Donc, en fait, si vous avez regardé la vidéo sur le sujet Amérique du Nord, sur la loi normale, donc qui précède juste celui-là dans la vidéo, eh bien en fait, c'est la même démarche. C'est-à-dire que on part de y, on part d'un encadrement de y, et on va aboutir à un encadrement pour z. Sauf que dans le truc Amérique du Nord, à chaque fois il y avait p, 2, et puis enfin, c'était pas y, c'était x, mais enfin c'est la même démarche, c'est-à-dire qu'on fait le changement de variable, on a un événement pour y qui est là, on doit trouver un événement pour z. Bon. Donc, je mets quoi sur ma copie? Je fais le changement de variable en aveugle, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert, je ne sais pas ce qu'on veut, mais c'est pas grave, je le fais. Donc je pars de là, 0,16 y 0,18. Par contre, c'est bien précisé que z c'est y moins m2 sur sigma 2. Donc z c'est y moins m2 sur sigma 2, et alors sigma 2 on ne le connaît pas, mais m2 on sait que c'est 0,17. Voilà. Donc j'ai un encadrement pour y, je dois trouver un encadrement pour z, c'est-à-dire pour lui. Bon, mais puisque m2 c'est 0,17, donc je dois trouver un encadrement pour y moins 0,17 sur sigma 2. Donc j'ai un encadrement pour y, je vais soustraire 0,17, et après je vais diviser par sigma 2. Alors allons-y. 0,16 moins 0,17, y moins 0,17, 0,18 moins 0,17, je soustrais 0,17 partout, 0,16 moins 0,17, ça peut se faire de tête, moins 0,01. Si vous faites la calculette, c'est pas dramatique, y moins 0,17, je le laisse comme ça, 0,18 moins 0,17, ça fait 0,01. Parfait, et maintenant je divise par sigma 2, y moins 0,17 sur sigma 2, moins 0,01 sur sigma 2, 0,01 sur sigma 2. Voilà. Et bien maintenant, ça, je dis que c'est z. Donc z est compris entre
moins 0,01 sur sigma 2 et 0,01 sur sigma 2. Puisqu'on me demande à quel intervalle appartient Z, je conclus, enfin c'est pas une phrase réponse, mais je fais ma conclusion en disant Z appartient à l'intervalle moins 0,01 sur sigma 2, 0,001 sur sigma 2, et c'est terminé. Hein. Donc vous pouvez, ce genre de question au début, ça fait bizarre, mais en fait c'est quand même, d'abord c'est tout le temps la même démarche. Et ensuite, en définitive, on se rend compte que c'est des inéquations type collège, donc c'est pas difficile. Mais évidemment, c'est dans un contexte où on comprend pas bien, et voilà. Donc c'est quand même pas du niveau 3e non plus. Hein. Alors, donc pour le B, c'est terminé. On va pouvoir passer à la question suivante. Donc question 2C. En déduire une valeur approchée à 10-3 près de sigma 2. Alors, donc je sais que Z varie là-dedans, et je dois trouver sigma 2. Bon, bien là, je me dis, voilà, il me manque quelque chose, c'est pas possible. Il y a une information que je n'ai pas exploitée. Quelle est cette information? Je relis. On suppose de plus que la probabilité qu'un petit pot prélevé au hasard dans la production de la chaîne F2 soit conforme est égale à 0,99. Eh bien, c'est ça le renseignement que je n'ai pas exploité. Ça veut dire quoi en langage mathématique la probabilité qu'il est conforme est égale à 0,99? Eh bien, ça veut dire ceci. La probabilité qu'il soit conforme vaut 0,99, c'est-à-dire la probabilité que, alors chez F2 c'est Y, donc, et conforme c'est entre 0,16 et 0,18, donc ça fait ça. Cette probabilité-là doit être égale à 0,99, puisque c'est précisé dans l'énoncé. La probabilité qu'il soit conforme vaut 0,99. Voilà, donc ça c'est la donnée supplémentaire, l'ingrédient qui manque, parce que si j'ai juste ça, je ne peux rien faire. Donc, j'écris ça. Bon, c'est la question C, donc je mets petit c. Alors, une fois que je suis là, bien, j'essaie de faire le lien avec la question B. Ça, c'est ça. Oui. Mais cet événement-là, c'est le même que celui-là, que celui-là, que celui-là, que celui-là. Du coup, cette probabilité, c'est pareil que cette probabilité. Alors allons-y. La probabilité que moins 0,01 sur sigma 2, plus petit que Z, plus petit que 0,01 sur sigma 2. Eh bien, cette probabilité-là, puisque l'événement est le même, la probabilité est la même. Donc ça fait 0,99. Hein, puisque lorsque j'ai ça. Donc c'est vraiment le même événement. Il faut bien avoir ça en tête. Bon. Alors, très bien. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Bon, là, je peux regarder... voilà, l'énoncé. On pourra utiliser le tableau de données ci-dessous dans lequel la variable aléatoire Z fait la loi normale d'espérance 0 et l'écart type 1. Et là, il y a la probabilité d'avoir Z compris entre moins bêta et bêta. Donc là, vous pouvez me dire, la méthode calculatrice est mise en échec. Oui et non, enfin je vais peut-être... mais là, le tableau est vraiment bien, donc je vais commencer par la méthode tableau. Après, je vous expliquerai un peu comment on peut faire quand même à la calculette. Mais je ne suis pas sûr de vous passionner. Hein. Mais c'est pas grave. Donc, alors, on sait que la probabilité que Z soit entre ça et ça fait 0,99. Donc, du coup, je cherche une probabilité égale à 0,99. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a un 0,990, donc c'est pareil que 0,99, qui est ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, la ligne 6, sans compter la première ligne qui ne compte pas. Et donc, bêta c'est 2,5758 et donc la probabilité que Z soit entre moins 2,5758 et plus 2,5758 vaut 0,99. Donc là c'est la probabilité d'être entre moins bêta et bêta, et là ça tombe bien parce que c'est entre moins bêta et bêta, enfin je veux dire le nombre qui est là c'est l'opposé de celui-là. Mais donc ça veut dire que ça c'est mon bêta, et donc 0,01 divisé par sigma 2 c'est égal au bêta qui est, qui est sur la ligne 6, donc ça fait 2,5758. Donc voilà, donc là,
voilà, il fallait comprendre un peu le tableau. Bon, c'est pas forcément évident. La première fois qu'on voit ça, par contre, ce sera tout le temps ce genre de choses. Donc, la première fois, ça surprend, mais voilà. Donc, sur ma copie, je mets d'après le tableau. Pas d'accent. Alors, d'après le tableau, 0,01 sur sigma 2 égale 2,5758. Voilà. Donc, je vérifie 2,5758. C'est parfait, c'est bien ça. Ok. Et maintenant, bah voilà, c'est une équation toute bête. Je fais ça fois ça égale ça fois ça. C'est comme s'il y avait 1 ici. Donc ça fait 2,5758 fois sigma 2 égale 0,01 fois 1, donc 0,01. Ce qui nous fait sigma 2 égale 0,01 divisé par 2, 57,58. Voilà. Alors, 0,01 divisé par 2, 57,58, donc là je ne risque pas de le faire de tête, ça fait 0,003882289. Donc, est-ce qu'il y avait une précision ah oui, à 10-3 près de sigma 2. Donc, sigma 2 à 10-3 près, c'est donc 3 chiffres après la virgule, c'est 0,003 après un 8, donc j'arrondis à 0,004. Et voilà. Donc, elle n'était pas évidente, cette question. Donc, ça termine cet exercice sur la loi normale. Mais je vous ai dit, je vais vous montrer comment on fait avec la calculatrice. Donc, ici, quand même, je vous conseille d'utiliser le tableau, parce que le tableau était relativement parlant. Mais je vais vous montrer comment on peut faire à la calculette. Alors, donc, comment résoudre cette question? C'était le 2C avec la calculatrice. Donc je vous ai fait un petit dessin pour vous rappeler que, en fait, ce que fait frac normal de P mu sigma pour la TI ou inv CD de P sigma mu pour la Casio, c'est que, en fait, vous donnez une certaine probabilité qui correspond à l'air sous la courbe mais avant X, hein, donc ça correspond à la zone hachurée en vert ici. Et attention, hein, donc ce qui est hachuré en vert, c'est jusqu'à X et ça n'est pas cette petite partie. Bien. Et donc, ce que fait frac normal ou inv norm CD, c'est ça vous donne la valeur de X si vous connaissez la probabilité. Alors vous pouvez me dire, là ça n'est pas adapté à la situation. Oui et non. Parce que, en fait, si on regarde bien, alors déjà, Z issu de la loi normale centrée réduite, donc du coup ça ne fait pas une gaussienne comme ça fait une gaussienne comme ça. Donc ça fait ça, toc. Voilà, on va dire qu'elle est centrée, on va dire aussi qu'elle est réduite. Donc là, c'est la loi normale 0,1. Voilà. Donc ça, c'est pour Z. Et alors, ensuite, nous, on avait... alors, j'ai effacé, j'aurais peut-être pas dû, mais on avait ceci. On avait la probabilité que Z soit compris entre... Et c'était... moins 15 sur sigma 2 et 15 sur sigma 2. Et ça, on a dit que c'était 0,99. Oui, donc ce que j'ai effacé, que j'aurais pas dû, c'était ça. La probabilité que Z soit compris entre moins 0,01 sur sigma 2 et 0,01 sur sigma 2 est égal à 0,99. Voilà. Alors, du coup, ça ne correspond pas à ce dessin. C'est pas je coupe et je regarde vers hachuré. C'est je coupe des deux côtés. Ouais. Mais, en fait, il y a une astuce. Hein, c'est-à-dire que, on va dire que, par exemple, 0,01 sur sigma 2, c'est ici. Du coup, de l'autre côté, moins 0,01 sur sigma 2, c'est là. Et ce qu'on me dit, c'est que l'air hachuré en orange, donc pas ça, elle vaut 0,99.
Donc, l'astuce est la suivante. C'est de raisonner par symétrie. Parce que sur mon dessin, ça ne se voit peut-être pas bien, mais en fait, c'est parfaitement symétrique. Et là, c'est moins 0,01 sur sigma 2, et là, c'est 0,01 sur sigma 2. Donc, ces nombres sont opposés. Donc, c'est pas terrible sur ma figure, en fait, c'est plutôt comme ça, si vous voulez. Mais, en fait, comme ici et là, c'est des nombres opposés, et comme c'est la loi normale centrée réduite, donc du coup, elle est symétrique par rapport à 0, et bien du coup, cette R-là est exactement la même que cette R-là. Et du coup, puisque cette R-là est exactement la même que cette R-là, donc l'air à gauche et l'air à droite, eh bien, on peut également dire que cette R-là, le tout petit bout qui manque, c'est pareil que cette R-là, le tout petit bout qui manque. Et du coup, on dit voilà, il y a 99% de chance, donc l'air ici c'est 0,99. Du coup, là et là, la somme des deux, ça fait 0,01. Donc chacun vaut 0,01 divisé par 2. 0,01 divisé par 2 ici. 0,01 divisé par 2 là. Voilà, donc de chaque côté, c'est 0,01 divisé par 2. Bon. Ah, mais du coup, c'est bon, parce que du coup, ça veut dire que si je fais tout ça, ça fait 0,99 plus 0,01 divisé par 2. Bah oui, puisque ça fait... Là, j'ai mon 0,99 et là, j'ai 0,01 divisé par 2. Bon, 0,01 divisé par 2, ça fait 0,005 et donc ça va faire 0,995. Vous pouvez faire le calcul à la calculatrice si vous voulez. Et donc, toute l'air qui est avant ce nombre vaut 0,995. Ah, mais c'est bon, donc du coup, je fais frac normal de 0,995 mu sigma, mais mu c'est 0 et sigma c'est 1 puisque c'est la loi normale centrée réduite. Donc surtout ne confondez pas, ne mettez pas les, par exemple le 0,17. Donc ça c'est si j'ai une TI, ou si j'ai une Casio, je fais 1 norme CD de 0,995 0,1. Donc que vous ayez une Casio ou une TI, ah non pardon, Casio ils font les choses à l'envers, c'est sigma mu, donc c'est 1, 0. Enfin, si vous précisez pas les deux derniers, automatiquement la calculatrice reconnaîtra que c'est la loi normale centrée réduite. Donc, je vous recommande de le faire, parce que comme ça évite de se tromper comme je viens de le faire. Donc, je prends ma TI, je fais catalogue, je fais frac normal qui commence par un F, donc je fais F comme frac normal. Hop, 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 et j'ai frac normal, et je fais 0,995, virgule, 0,1, ou même carrément je mets rien, donc on va faire ça. Donc 0,995, tout seul. J'appuie sur Entrée, et ça me met 2,5758. Et voilà. Et donc, je retrouve le 2,5758 qu'on avait dans le tableau. Donc du coup, ça veut dire que le nombre qui est là, c'est 2,5758. Voilà. Donc après, je résous mon équation, je trouve sigma 2. Bon, alors je répète là la méthode avec le tableau. Pour une fois n'est pas coutume, c'était mieux qu'avec la calculatrice. Mais cette histoire de couper en deux et de dire qu'il y a la même chose de chaque côté, ce sera tout le temps la même chose. Hein. C'est-à-dire que... voilà, on parle de test bilatéral, c'est-à-dire quand on coupe des deux côtés, on dit que c'est bilatéral. En fait, la calculatrice, elle vous fait quand on coupe d'un côté, elle vous fait le coup du test unilatéral. Mais passer de l'unilatéral au bilatéral, c'est tout le temps la même chose. Donc,
Si vous avez vraiment trop de mal avec les tableaux, même les plus simples, vous pouvez retenir ça. Hein, mais vous n'êtes pas obligé, là, avec le tableau, c'était pas mal non plus. Bon voilà, hein, c'était pour vous montrer, mais voilà, c'était totalement facultatif. Et sachant que de toute façon, cette question-là, hein, de trouver sigma sur la loi normale, en général, c'est la dernière question. Ne croyez pas qu'ils mettent forcément plus de points là-dessus. Donc, à la limite, si vous faites l'impasse là-dessus, de toute façon, c'est pas forcément bien grave. Hein, mais donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent super bien se préparer, plutôt pour les bons en maths. Hein, voilà. Sinon, c'est vraiment totalement facultatif, je le répète.